Quand on parle de la femme, on parle de la nature. Quand on parle de la femme, on parle du monde. Quand on parle de la femme, pour moi, c'est un temple de ressources. Quand on parle de la femme, c'est un refuge pour moi. Quand on parle de la femme, je cours m'abreuver. Quand je vois une femme, peu importe son physique, elle attire toujours ma curiosité de savoir, de comprendre, d'apprendre et de m'orienter. Aujourd'hui, celle que je vais rencontrer, elle s'appelle Marie-Thérèse. Les intimes l'appellent MT. Depuis son pays natal, la Côte d'Ivoire, où elle s'est excellée dans différents domaines, la crise ivoirienne qui a frappé son pays depuis 2000 l'a contrainte à quitter la Côte d'Ivoire. Sur les bords de la Seine, elle a déposé ses valises. Elle n'a pas croisé les bras. De 2000, nous sommes en 2019. Elle fait partie des référentes de la communauté ivoirienne en France. Ce qui nous a poussé à venir la saluer au nom de toutes les femmes et lui arracher quelques mots pour qu'on puisse vous la présenter, parce que c'est un modèle pour nous. Marie-Thérèse, recevons l'ensemble pour qu'on lui dise bonjour. Marie-Thérèse, bonjour. Bonjour, monsieur Etienne. Alors, Marie-Thérèse, pour les téléspectateurs, qui êtes-vous, Marie-Thérèse? C'est pas évident de se présenter, mais qui êtes-vous? Je suis Marie-Thérèse, T, nom de famille, mon nom d'usage, Le Marchand. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis mère de 2 enfants. Pas facile, comme disait monsieur Etienne, de se présenter, mais je pense qu'à cette grande journée internationale des droits des femmes, il faut se dévoiler un tout petit peu. Sur le plan professionnel, je suis chef d'entreprise. Donc depuis 2008, j'exerce une activité où je suis, enfin, on va dire, initiée par mes propres soins. Et donc, je suis chef d'entreprise depuis 2008 et toujours en exercice à ce poste de chef d'entreprise. Alors, je suis aussi présidente de 2 structures associatives. La première, c'est celle-là qui milite pour la défense des droits de l'homme auprès du docteur Boga Sako-Gervais, vous devriez certainement le savoir. Et puis, voilà, une autre structure associative que j'ai nommée Boyas Culture, la toute première associative donc, qui milite pour la défense des droits de l'homme, c'est la FIDOP, donc la formation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Et Boyas Culture, qui est une structure associative culturelle qui fait la promotion de l'art dans toute sa diversité. Alors, vous avez 2 enfants. Le premier, il se trouve aux États-Unis. Le deuxième, ou je crois la deuxième, c'est ça? C'est un garçon. Les 2? Vous avez 2 garçons? Non, une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Et comment, décrivez-nous un peu la femme mère, l'épouse que vous êtes. Comment, avec tout ce que vous venez de nous égrener, qui êtes-vous? Comment vous êtes dans ce rôle de femme de foyer, avec des enfants à charge, avec tout? Décrivez-nous, parlez-nous de ça un peu. Oui, alors je vous remercie, c'est un point très très important pour moi, d'autant plus que dans mon statut de chef d'entreprise, je reçois au quotidien des femmes qui, mères, avant d'être salariées, ont de grandes difficultés pour, on va dire, allier les deux statuts. Le statut de mère et le statut d'employé. Et je me retrouve, excusez-moi, j'ouvre un peu la parenthèse, je me retrouve à les aider à concilier les deux statuts. Pour la vous nous parlez de celles que vous recevez. De celles que je vous-même en tant que femme, oui. Femme au foyer. Qui êtes-vous en tant que femme? J'allais y arriver pour vous dire que ce n'est pas chose facile. Dans mon cas, par exemple, je n'ai pas été chef d'entreprise depuis le début. J'ai été aussi salariée avant d'être chef d'entreprise. Mais dans mon statut,
de chef d'entreprise, je pensais, d'abord tout au début, je pensais que étant dans ce statut de chef d'entreprise, il allait être très facile pour moi de jouer, d'être sur les deux plateaux, les deux tableaux, tranquillement, sans être à me tirailler, puisque vous entendez être son propre chef, c'est de disposer de son programme, son planning, évaluer à ses occupations, les part et d'autres, les organiser. Mais non, ce n'était pas le cas, pour la simple raison que c'est toujours une activité professionnelle. Donc il y a... Ça prime sur la vie familiale. Ah oui, exactement. C'est-à-dire que je me suis retrouvée très vite à me rendre compte que même dans mon statut de chef d'entreprise, la vie familiale, elle vous échappait. Elle m'échappait, mais carrément, je n'avais pas de liberté. Dans la conception de votre planning, vous avez priorisé, n'est-ce pas, la profession au détriment de votre vie de famille. Oui, je me suis retrouvée, mais on va dire, sans faire de choix, je me suis retrouvée à mettre en avant l'activité professionnelle. Pour la simple raison que intérieurement, on se dit, c'est l'extérieur, il faut satisfaire l'extérieur. En interne, la famille, on saura comment s'organiser. Mais c'était passer à côté de quelque chose qui est une réalité. Ma famille me réclamait. Je n'avais pas d'intimité. À toute heure, à tout moment, à n'importe quelle occasion, même au restaurant, le téléphone sonne, il fallait répondre, il fallait démontrer au monde extérieur avec lequel je traite que je suis là, je suis présente et que rien ne m'échappe sur le plan professionnel. Alors pourquoi vous n'avez pas éduqué, monsieur, les enfants à s'adapter à ce programme, puisque quand même ça procurait du bien matériel pour la famille. Vous sortez, vous revenez et vous avez toujours quelque chose que vous ramenez à la maison. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La famille, ce discours, oui, j'ai eu à le faire, mais c'est pas, c'est comme si c'était vital. La présence d'une mère est une chose, enfin, c'est vital. Le cœur d'une mère et d'une femme. Voilà, d'une femme, d'une épouse est vital. On ne dit pas à la place de sa mère ou à la place de l'épouse, je mets un paquet d'argent et tout ira bien. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc le vivre, c'est toute autre chose. Et j'avais pensé aussi les choses, enfin je les avais vues de cette façon, mais non, c'était pas dans la réalité, non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas de la sorte. On veut votre présence, on veut votre implication dans toute décision, dans le déroulement même d'une journée. Et quand vous êtes absente, voilà. Et tout de suite, ça se remarque. Quand on vous sent parler, est-ce que ce caractère que je vois en vous, à un moment donné, vous ne l'avez pas imposé à votre époux, à vos enfants? Je suis chef d'entreprise, c'est moi que vous devez écouter, ce que je vous dis de faire, c'est ce que vous devez faire. Parce que, à un moment donné, vous êtes chef d'entreprise, vous avez des employés, il faut marquer quand même un peu de suprématie, entre guillemets, un peu d'autorité. Cette autorité-là, vous ne l'avez pas transcendée dans votre vie de couple, de mère, de famille? Oui, c'est vrai que très vite, on a ce caractère qu'on a développé dans l'entrepreneuriat, j'allais dire, sans faire exprès, c'est pas volontaire, on transpose ce caractère dans la vie familiale, dans la vie conjugale. Je peux le reconnaître que par moment, on a tendance à vouloir imposer ses règles, sa manière de voir les choses. Mais bon, me concernant, j'ai quand même une éducation religieuse, donc très vite je suis rappelée par cette éducation qui nous ramène à l'essentiel. L'essentiel, c'est de reconnaître aussi que l'homme
entre guillemets, a besoin de retrouver une femme apaisée, une femme avec qui on retrouve les éléments primaires. Ça, c'est l'homme oui, ça, c'était le chef d'entreprise. Oui, ça, c'était le vœu de l'homme. Est-ce que quand ce vœu-là arrivait, vous répondiez? Oui, me concernant, je suis souvent rattrapée par ce caractère de chef d'entreprise. On ne retrouve pas la femme douce. C'est parfois difficile. Difficile, mais comme je dis encore, c'est involontaire. Hein. C'est involontaire, et surtout quand Alors, il y a un élément qui est très important. Quand on est dans un couple où l'homme prend la décision de faire les choses comme on le voit en tant que femme, les choses ont tendance à rentrer dans un bon ordre, hein, j'allais le dire. Mais quand on a l'impression, ou quand on a parfois le sentiment que l'homme prend une direction qui n'est pas celle qu'on ne partage pas, en ce moment-là, une décision, par exemple, sur le plan professionnel, j'ai des directives que je donne, par exemple, aux femmes avec lesquelles je travaille, en disant, prends un exemple, pour venir à mon bureau, il faut peut-être prendre un rendez-vous, et puis elle vient peut-être sans rendez-vous. Jusque-là, il n'y a rien de mal, mais si je suis à un autre rendez-vous, vous voyez que je suis obligée, dans mon caractère de chef d'entreprise, de prendre des dispositions pour lui dire non, je ne suis pas d'accord, par exemple, vous voyez. Alors que, voilà, c'est des choses simples. De cette même manière, par exemple, dans le couple, dans la relation conjugale, l'homme prend des initiatives auxquelles il ne vous associe pas, par exemple. Et et que d'ailleurs, vous, avec votre regard de femme, qui a du mal à accepter, par exemple, une quelconque défaite. Quelle femme vous avez été? Une femme qui n'accepte pas tout et n'importe quoi. Oui, vous voyez, pour ça, j'ai même du mal à faire sortir les mots, parce que c'est exactement... c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Je n'accepte pas tout et n'importe quoi. Alors que je suis de nature humble et douce. Mais je n'accepte pas tout et n'importe quoi. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais oui, c'est comme ça. Moi, je suis l'époux. Ma femme est chef d'entreprise. Elle rentre à la maison. Je voudrais prendre mon épouse. Comment vous vous offrez à moi? Vous êtes fatigué, vous prenez votre sac à main, et puis je dis, ah chérie, je veux prendre mon épouse dans mes bras. Ce n'est pas cette chef d'entreprise que j'ai épousée ma femme. Comment vous vous offrez à moi à ce moment précis? Bien sûr, ce point précis, je vous dirais qu'il est important de se donner des nouvelles après une dure journée. En tant que chef d'entreprise, il y a eu des décisions, il y a eu par moments des éléments extérieurs qui ont bousculé votre journée. Il est important que quand vous rentrez chez vous, que l'homme s'intéresse, qu'il prenne juste des nouvelles. Vous posez la question de savoir comment s'est déroulée la journée. Juste cette phrase-là peut... Elle peut déclencher beaucoup de choses. Vous voyez, c'est juste ça. Après, vous l'aurez pour tel que vous le souhaitez. Alors tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez dit que vous êtes aussi présidente de la Ligue des droits des hommes, tout ça. L'idée vous est-elle venue comment? Alors, déjà, mon parcours, je viens de le dire, j'ai créé une structure qui travaille auprès des personnes handicapées, dépendantes et âgées, depuis 2008. Ça fait 10 ans qu'elle existe, cette structure. Elle embauche des hommes et des femmes dans ce secteur d'activité. Donc, pour juste vous dire que j'étais déjà habitée par
pas ce sentiment de défense, d'être aux côtés de ceux qui sont les plus démunis et dépendants. Voyez, donc cette approche était déjà là. Et après, dans cette mouvance politico-ivoirienne, on fait des rencontres et par la suite, je découvre que le président Boga Sako Gervais avait aussi besoin d'implanter sa structure en France. Et c'est comme ça que j'ai été désignée présidente. Vous avez dit que vous êtes aussi d'origine ivoirienne. Oui, exactement. Comment vous avez vécu cette période pour que vous quittiez la Côte d'Ivoire pour la France? Et vous nous avez dit que vous étiez parti de la Côte d'Ivoire en 2000. Je vous remercie, c'est une très belle question. Tout au début de mon histoire, je n'avais jamais eu l'intention de quitter la Côte d'Ivoire. Jamais j'ai été habitée de cet esprit de voir autre chose que la Côte d'Ivoire. Non. J'étais déjà à Abidjan, entrepreneuse, et donc j'étais indépendante. J'avais le minimum qu'il me fallait pour vivre aisément ma vie. Je n'avais vraiment pas besoin d'aspirer à autre chose. Quand la guerre en 2000 a éclaté, juste avant cette date, 99, il y a eu le coup d'État. J'ai été invitée par mon grand frère, mon aîné qui vit en Europe, pour des vacances. Vous voyez, je suis venue que pour passer quelques jours en France, retourner. Et c'est comme ça que j'arrive et quelques jours après mon voyage, la guerre éclate. Donc même malgré que la guerre a éclaté, j'ai eu envie de retourner et je suis retournée à Abidjan. Je suis retournée à Abidjan et c'est ma famille même qui n'a pas compris pourquoi je suis revenue, parce que n'importe qui dans une position pareille ne serait pas revenu. Et j'étais étonnée qu'elle ait pris cette position. Je voyais encore à convaincre ma maman que j'avais ma place à Abidjan, que je n'avais rien à faire en France. Et j'ai mis du temps pour lui faire savoir que je ne voulais pas rester en France et que j'avais ma place à Abidjan. Mais bon, il a fallu juste un mois pour me rendre compte que dans cette crise-là, je ne pouvais pas persister, je ne pouvais pas rester à Abidjan, je ne pouvais pas prospérer, je ne pouvais même plus entreprendre. Donc il était important que je pense à autre chose. Et c'est comme ça que j'ai décidé, cette fois-ci, de prendre la décision de partir à Abidjan pour une nouvelle aventure. Et bon, voilà, on a arrivé. Quel est ce petit ou ce grand souvenir que vous gardez de votre présence à cette époque-là à Abidjan, avant de venir Ben, il faisait bon vivre, on avait... moi j'avais... alors c'était à l'époque, ça me rappelle encore, c'était à l'époque on parlait des grottos, le terme grotto. Vous en avez eu? C'était un non, j'en ai pas eu. Mais j'ai été entre guillemets... maîtresse? Non, j'ai pas été maîtresse. D'accord. Alors j'ai pas vécu toute cette... ce genre de situation, non, je ne les ai pas vécues. Mais ce terme me revient encore à l'esprit parce que je travaillais déjà, pour un petit rappel, j'étais à l'Institut national de jeunesse et des sports, sous Abi Kofi, j'étais secrétaire à l'INJS. Donc de là, j'avais un oncle qui travaillait auprès d'Abi Kofi, qui a accepté de me prendre dans son cabinet. Donc j'ai été détachée à l'Institut national de jeunesse et des sports. Et après, très vite, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer à rester dans la sphère administrative, le petit agent, non. J'avais envie d'être moi-même, on va dire,
Une femme autonome. Une femme autonome. Au lieu de rester cantonné dans un bureau. Oui, très vite. Pour prendre note, tout ça. Vous êtes une femme vraiment extravertie, voilà. C'est ça? Très vite, je l'ai compris. Et donc, j'ai rendu ma démission. Et ça s'est fait, mais sans... Mais pourquoi vous avez prononcé le mot grotto? Voilà, donc j'ai prononcé le mot grotto parce que quand je sors de l'INJS pour ouvrir un tout petit commerce, qui était un genre petit cybercafé, un truc comme ça, pour voilà, me faire mes petits billets, ma petite monnaie, j'entendais dans le petit quartier des gens dire « Ah oui, cette jeune fille-là, mon Dieu, elle doit avoir un gros dos, hein, parce qu'elle est coquette, elle est indépendante, elle a son petit appartement, elle a même ça, parce que mes petites affaires commençaient à... Donc vous avez votre petite voiture. Voilà, ma petite voiture. Donc j'entendais ces termes-là et ça me heurtait. Je me disais, mon Dieu, s'ils savaient, et pourtant, et en plus à cette époque, j'étais très très engagée sur le plan spirituel. Hein. Je partais des nuits, d'essayer de prier avec tout ça. Celui qui est à côté, il ne vous suit pas dans vos histoires. Oui, mais je veux dire que... spiritualité, voilà. C'est vrai que ma mère m'a donné un petit pouce avec l'intervention de mon oncle qui me donne un petit poste de secrétaire. Mais bon, de moi-même, j'avais déjà compris qu'il fallait travailler à mon compte pour subvenir à mes besoins, aisément comme je l'entendais. Alors aujourd'hui, c'est vendredi 8 mars et cette journée est consacrée à la femme. Et vous êtes pour la communauté ivoirienne, parce qu'après les investigations que nous avons menées, votre Debouriadi vous distingue dans le rang des référentes femmes dynamiques sur les portes de la scène. Aujourd'hui, cette journée vous est consacrée. Quelle femme voulez-vous que les gens retiennent de vous, ces femmes qui nous regardent? Quel est ce modèle que vous voulez qu'elles retiennent pour être autonome et ne pas subir trop de violence, même pas de violence, parce que pour moi, la femme, son corps n'est pas intactable. Oui, alors quand vous abordez ce terme de violence, vous voyez que je suis déjà tétanisée pour la simple raison que les statistiques ne nous donnent pas... je dis toujours gardons une lueur d'espoir, mais quand on entend dire que toutes les minutes des femmes tombent sur le coup de la violence conjugale, quand on voit encore des femmes qui sont à subir de part et d'autre des violences dans des lieux de détention, je ne sais pas pour quelles raisons elles y sont d'ailleurs, parties de leur pays et se retrouver à des lieux inconnus j'allais dire, l'impossibilité de retrouver leur pays d'origine. Il y a plusieurs cas qui font qu'aujourd'hui, tout ce que je peux dire à cette grande journée internationale des droits des femmes, dire aux femmes de prendre leur destin en main. Il faut se faire confiance soi-même. Parce que quand on regarde un peu, on fait le bilan de toutes ces situations, c'est juste que parfois on a fait confiance à l'homme, à autrui, considérant qu'il est le tuteur, il a le monopole, c'est lui qui a la décision, qui peut me tirer d'affaire. Non, je dis tout simplement non. Nous savons ce qui est mieux pour nous, nous savons ce qui serait bien pour nous. Donc il nous appartient en tant que femmes de vraiment réfléchir aux grandes décisions qui seront prises dans notre vie avant de nous engager. Il est important de nous faire confiance nous-mêmes en toutes choses, que ce soit sur le plan professionnel, même dans le choix d'un mari, ou
sentimentalement aussi, hein, pour parler de Marie. Et sur tous les plans, il nous faut cette confiance-là. Et à travers la confiance en soi, je pense qu'on pourra déjà passer à une autre étape, qui est l'indépendance. Mais la plupart, il y a dans des contrées, par exemple, des femmes, des petites filles, dans les traditions, à l'âge de 8 ans, 9 ans, on les contraint à se marier, à des vieillards. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Quel regard vous portez sur cette difficulté que certaines femmes vivent au quotidien dans certaines contrées? Oui, le mariage forcé doit être dénoncé pour la simple raison que ces jeunes filles, parfois à l'âge de 15 ans, 14 ans, donc qui ne sont même pas encore, qui ne sont pas dans la capacité de faire, de diriger même oui, de donner vie, de se donner un choix, de se faire un choix, le choix d'hommes avec lesquels elles veulent se retrouver. On leur impose comme ça, sans leur volonté, on leur impose un individu, on leur impose des personnes qu'elles ne sont pas censées, qu'elles n'ont même pas envie, pour qui elles ne reçoivent même pas d'amour. C'est une grave erreur que fait parfois les parents. Ça, c'est la tradition. La tradition, mais... Il y en a même qui vont jusqu'à l'excision. Il y a beaucoup de choses que la femme subit au quotidien. Et leur consacrer cette journée, c'est pour décrier et c'est pour éviter toutes ces femmes qui subissent de venir, d'aller soit à la préfecture, au commissariat, à la gendarmerie, porter plainte, avoir ce courage de dénoncer ces sévices qu'elles subissent tout le temps, ces femmes-là. Oui, et c'est pour ça que nos pays d'origine, ici en Europe, nous sommes en France, il y a des structures qui sont bien connues, à travers lesquelles les femmes peuvent aussi s'exprimer. Il est important que nos pays d'origine prennent cet exemple-là, que des structures associatives restent à l'écoute des femmes pour dénoncer ce genre de situation, ou même qu'elles aient, si vous voulez, une écoute auprès de ces structures pour leur donner l'orientation qu'elles doivent prendre, pour que ces pratiques cessent, pour la simple raison que la femme doit être l'élément où, j'ai envie de dire, la personne qui doit être protégée et épargnée de toute violence. Voilà. Et maintenant, bon, les jeunes filles qu'on engrosse en milieu scolaire. Oui. Alors, pour cette raison-là, il faut encore que, même avec la culture, il faut que nous comprenions qu'il y a un élément qui doit être aussi pris en compte dès lors où la jeune fille est enceinte en milieu scolaire. Il faut un accompagnement. Et celui qui a commis l'acte? Ils doivent être punis, d'autant plus que leurs actes ne sont pas des simples actes. Des fois, il n'y a pas d'amour, c'est encore là des violences. Oui, j'ai un confrère qui a décrit, voilà, qui a qualifié ça de crime. Voilà, c'est des criminels. C'est de la criminalité. Donc il faut que ces actes de criminalité ne restent pas impunis. Ne restent pas impunis pour la simple raison que, en ayant cette vision des choses, on pourra aussi atténuer la démarche de ces personnes-là qui n'ont qu'une démarche de nuire, tout simplement, à la vie de ces jeunes dames, de ces jeunes filles. Alors, Marie-Thérèse, nous sommes en fin d'entretien.
qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent? Tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous? Oh là là, en ce qui me concerne, qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi? Je prendrais l'aspect professionnel, parce que je dirais que c'est une arme, mais très puissante, dont la femme peut se servir. Il faut s'exprimer professionnellement, se poser la question, faire même une introspection. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux devenir? Et se donner les moyens. Et parfois, quand on parle de moyens, ce n'est pas des moyens financiers, hein. On n'a pas forcément besoin, j'ai envie de dire, d'une grosse enveloppe pour commencer à construire un projet professionnel. Il faut prendre l'engagement d'entreprendre. Il faut aussi côtoyer, entre guillemets, les personnes qui ont déjà l'expérience. C'est très important. Et à travers leur expérience, vous verrez que déjà ça, c'est même plus que de l'argent. Parce qu'on peut avoir l'argent, sans expérience, on peut le dépenser et ne pas aboutir à un projet professionnel. Donc j'encourage toutes les femmes à entreprendre, parce qu'à travers l'entrepreneuriat, elles peuvent acquérir cette indépendance que toutes recherchent. C'est ce que je pourrais retenir. Ne pas oublier d'être aussi femme. Oui, l'un n'exclut pas l'autre. Être entrepreneur ou entrepreneuse, cela ne veut pas dire qu'on s'éloigne de son statut de femme, femme mère, femme épouse. Oui, ça doit être même un élément, un modèle. C'est-à-dire qu'à travers, parce que je le dis toujours avec les femmes avec lesquelles je travaille, elles sont comme... elles représentent pour moi la famille. C'est-à-dire la famille et le chef de famille. Donc, la manière dont les choses se passent très bien professionnellement, il faut s'assurer aussi que cette ambiance règne aussi dans la famille. Ce résultat, on ne l'aura pas dans les débuts d'une aventure professionnelle. C'est très difficile, mais avec le temps, comme le mien, maintenant, avec mon expérience, ça fait 10 ans, mais en 10 ans, on a le temps maintenant de se poser et de s'occuper de soi, de sa famille, et même de se rendre compte aussi qu'on a fait des erreurs, parce qu'on a parfois jugé nécessaire de s'investir beaucoup plus sur le plan professionnel et négliger la famille. Aujourd'hui, l'équilibre s'établit de lui-même pour la simple raison qu'on acquiert beaucoup d'expérience à travers les erreurs qui ont été commises. Aujourd'hui, vous êtes une bonne épouse, une bonne mère de famille. Oui, je répondrai oui. Okay. Nous avons pris cette initiative aujourd'hui, vendredi 8 mars, journée consacrée aux femmes. Mon équipe et moi, nous avons opéré, nous avons choisi, nous avons mené plein d'investigations et le résultat s'est porté sur notre invité. Vous savez, quand on n'a pas l'habitude, on peut être chef d'entreprise, mais quand on n'a pas l'habitude de rencontrer des médias, télévision, caméra, c'est pas évident. C'est une femme dynamique, extraordinaire, douce, magnifique, intelligente, politique, engagée. Oh, les mots me manquent pour qualifier Marie-Thérèse Téé, que je viens de rencontrer. Je voudrais ensemble vous dire merci, parce que c'est grâce à vous que je l'ai eu, et c'est grâce à vous qu'elle a accepté de me recevoir. Belle dame, belle femme, merci et bonne fête. Merci beaucoup, monsieur Thien.